Grisélidis, première partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Contes en vers de Charles Perrault. Grisélidis, nouvelle, première partie. À mademoiselle, en vous offrant jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais Paris, où l'homme est poli, où le beau sexe né pour plaire trouve son bonheur accompli, de tous côtés est si rempli d'exemples du vice contraire, qu'on ne peut en toute saison, pour s'en garder ou s'en défaire, avoir trop de contrepoison. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Les femmes y sont souveraines, tout s'y règle selon leurs vœux. Enfin, c'est un climat heureux qui n'est habité que de reines. Ainsi, je vois que de toute façon, Grisélidis y sera peu prisée, et qu'elle y donnera matière de riser, par ses trop antiques leçons. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage elles ont la science de la faire exercer par leurs propres maris. Au pied des célèbres montagnes, où le Pô s'échappant de dessous ses roseaux va dans le sein des prochaines campagnes promener ses naissantes eaux, vivait un jeune et vaillant prince, les délices de la province. Le ciel, en le formant, sur lui tout à la fois versa ce qu'il y a de plus rare, ce qu'entre ses amis d'ordinaire il sépare, et qu'il ne donne qu'aux grands rois. Comblé de tous les dons et du corps et de l'âme, il fut robuste, adroit, propre au métier de Mars, et par l'instinct secret d'une divine flamme, avec ardeur il aima les beaux-arts. Il aima les combats, il aima la victoire, les grands projets, les actes valeureux, et tout ce qui fait vivre un beau nom dans l'histoire. Mais son cœur tendre et généreux fut encore plus sensible à la solide gloire de rendre ses peuples heureux. Ce tempérament héroïque fut obscurci d'une sombre vapeur qui, chagrine et mélancolique, lui faisait voir dans le fond de son cœur tout le beau sexe infidèle et trompeur. Dans la femme où brillait le plus rare mérite, il voyait une âme hypocrite, un esprit d'orgueil enivré, un cruel ennemi qui sans cesse n'aspire qu'à prendre un souverain empire sur l'homme malheureux qui lui sera livré. Le fréquent usage du monde, où l'on ne voit qu'époux subjugués ou trahis, joint à l'air jaloux du pays, accrut encore cette haine profonde. Il jura donc plus d'une fois que quand même le ciel pour lui plein de tendresse formerait une autre Lucrèce, jamais de l'hyménée il ne suivrait les lois. Ainsi, quand le matin qu'il donnait aux affaires, il avait réglé sagement toutes les choses nécessaires au bonheur du gouvernement, que du faible orphelin, de la veuve oppressée, il avait conservé les droits, ou banni quelque impôt qu'une guerre forcée avait introduit autrefois, l'autre moitié de la journée, à la chasse était destinée, où les sangliers et les ours, malgré leur fureur et leurs armes, lui donnaient encore moins d'alarme que le sexe charmant qu'il évitait toujours. Cependant ces sujets que leur intérêt presse de s'assurer d'un successeur qui les gouverne un jour avec même douceur, à leur donner un fils le conviait sans cesse. Un jour dans le palais ils vinrent tous encore pour faire leurs derniers efforts. Un orateur d'une grave apparence, et le meilleur qu'il fût alors, dit tout ce qu'on peut dire en pareille occurrence. Il marqua leur désir pressant de voir sortir du prince une heureuse lignée qui rendît à jamais leur état florissant. Il lui dit même, en finissant, qu'il voyait un astre naissant issu de son chaste hyménée qui faisait pâlir le croissant. D'un ton plus simple et d'une voix moins forte, le prince à ses sujets répondit de la sorte: le zèle ardent, dont je vois qu'en ce jour vous me portez au nœud du mariage, me fait plaisir et met de votre amour un agréable témoignage. J'en suis sensiblement touché, et voudrais dès demain pouvoir vous satisfaire. Mais à mon sens l'hymen est une affaire où plus l'homme est prudent, plus il est empêché. Observez bien toutes les jeunes filles. Tant qu'elles sont au sein de leur famille, ce n'est que vertu, que bonté, que pudeur, que sincérité. Mais sitôt que le mariage au déguisement a mis fin, et qu'ayant fixé leur destin, il n'importe plus d'être sages, elles quittent leur personnage, non sans avoir beaucoup pâti, et chacune dans son ménage selon son gré prend son parti. L'une d'humeur chagrine, et que rien ne récrée, devient une dévote outrée,
qui crie et gronde à tout moment, l'autre se façonnant coquette, qui sans cesse écoute ou caquette, et n'a jamais assez d'amant. Celle-ci des beaux-arts follement curieuse, de tout décide avec hauteur, et critiquant le plus habile auteur prend la forme de précieuse. Cette autre s'érige en joueuse, perd tout, argent, bijoux, bagues, meubles de prix, et même jusqu'à ses habits. Dans la diversité des routes qu'elles tiennent, il n'est qu'une chose où je vois qu'enfin toutes elles conviennent, c'est de vouloir donner la loi. Or, je suis convaincu que dans le mariage on ne peut jamais vivre heureux quand on y commande tous deux. Si donc vous souhaitez qu'à l'hymen je m'engage, cherchez une jeune beauté sans orgueil et sans vanité, d'une obéissance achevée, d'une patience éprouvée, et qui n'ait point de volonté. Je la prendrai quand vous l'aurez trouvée. Le prince ayant mis fin à ce discours moral, monte brusquement à cheval et court joindre à perte d'haleine sa meute qui l'attend au milieu de la plaine. Après avoir passé des prés et des guérets, il trouve ses chasseurs couchés sur l'herbe verte. Tous se lèvent et tous alertes font trembler de leur corps les hôtes des forêts. Des chiens courant l'aboyante famille, de çà de là parmi les chaumes brient, et les limiers à l'œil ardent, qui du fort de la bête à leur poste reviennent, entraînent en les regardant les forts valets qui les retiennent. S'étant instruit par un des siens, si tout est prêt, si l'on est sur la trace, il ordonne aussitôt qu'on commence la chasse, et fait donner le cerf aux chiens. Le son des cors qui retentissent, le bruit des chevaux qui hennissent, et des chiens animés les pénétrants abois, remplissent la forêt de tumulte et de trouble, et pendant que l'écho sans cesse les redouble, s'enfoncent avec eux dans les plus creux du bois. Le prince, par hasard ou par sa destinée, prit une route détournée, où nul des chasseurs ne le suit. Plus il court, plus il s'en sépare. Enfin à tel point il s'égare que des chiens et des cors il n'entend plus le bruit. L'endroit où le menace sa bizarre aventure, clair de ruisseaux et sombre de verdure, saisissait les esprits d'une secrète horreur. La simple et naïve nature s'y faisait voir, et si belle et si pure, que 1000 fois il bénit son erreur. Rempli des douces rêveries qu'inspirent les grands bois, les eaux et les prairies, il sent soudain frapper, et son cœur et ses yeux, par l'objet le plus agréable, le plus doux et le plus aimable qu'il eût jamais vu sous les cieux. C'était une jeune bergère qui filait au bord d'un ruisseau, et qui, conduisant son troupeau d'une main sage et ménagère, tournait son agile fuseau. Elle aurait pu dompter les cœurs les plus sauvages, des lys son teint à la blancheur, et sa naturelle fraîcheur s'était toujours sauvée à l'ombre des bocages. Sa bouche de l'enfance avait tout l'agrément, et ses yeux qu'adoucit une brune paupière, plus bleue que n'est le firmament, avaient aussi plus de lumière. Le prince, avec transport dans le bois se glissant, contemple les beautés dont son âme est émue. Mais le bruit qu'il fait en passant, de la belle sur lui fit détourner la vue. Dès qu'elle se vit aperçue, d'un brillant teint carnal à prompte et vive ardeur, de son beau teint redoubla la splendeur, et sur son visage épandu y fit triompher la pudeur. Sous le voile innocent de cette honte aimable, le prince découvrit une simplicité, une douceur, une sincérité, dont il croyait le beau sexe incapable, et qu'il voila dans toute leur beauté. Saisi d'une frayeur pour lui toute nouvelle, il s'approche interdit, et plus timide qu'elle, lui dit d'une tremblante voix que de tous ses veneurs il a perdu la trace, et lui demande si la chasse n'a point passé quelque part dans le bois. Rien n'a paru, seigneur, dans cette solitude, dit-elle, et nul ici que vous seul n'est venu. Mais n'ayez point d'inquiétude, je remettrai vos pas sur un chemin connu. De mon heureuse destinée je ne puis, lui dit-il, trop rendre grâce aux dieux. Depuis longtemps je fréquente ces lieux, mais j'avais ignoré jusqu'à cette journée ce qu'ils ont de plus précieux. Dans ce temps, elle voit que le prince se baisse sur le moite bord du ruisseau, pour étancher dans le cours de son eau la soif ardente qui le presse. Seigneur, attendez un moment, dit-elle, et courant promptement vers sa cabane, elle y prend une tasse qu'avec joie et de bonne grâce elle présente à ce nouvel amant. Les vases précieux de cristal et d'agate, où l'or en 1000 endroits éclate, et qu'un art curieux avec soin façonna, n'eurent jamais pour lui, dans leur pompe inutile, tant de beauté que le vase d'argile que la bergère lui donna. Cependant, pour trouver une route facile qui mène le prince à la ville,
Il traverse des bois, des rochers escarpés et des torrents entrecoupés. Le prince n'entre point dans de route nouvelle sans en bien observer tous les lieux d'alentour, et son ingénieux amour, qui songeait au retour, en fit une carte fidèle. Dans un bocage sombre et frais, enfin la bergère le mène, où de dessous ses branchages épais, il voit au loin dans le sein de la plaine les toits dorés de son riche palais. S'étant séparé de la belle, touché d'une vive douleur, à pas lents il s'éloigne d'elle, chargé du trait qui lui perce le cœur. Le souvenir de sa tendre aventure avec plaisir le conduisit chez lui, mais dès le lendemain il sentit sa blessure et se vit accablé de tristesse et d'ennui. Dès qu'il le peut il retourne à la chasse, où de sa suite adroitement il s'échappe et se débarrasse pour s'égarer heureusement. Des arbres et des monts les cimes élevées, qu'avec grand soin il avait observés, et les avis secrets de son fidèle amour, le guidèrent si bien que malgré les traverses de 100 routes diverses, de sa jeune bergère il trouva le séjour. Il sut qu'elle n'a plus que son père avec elle, que Grisélidis on l'appelle, qu'ils vivent doucement du lait de leurs brebis, et que de leur toison, qu'elles seules elles filent, sans avoir recours à la ville, ils font eux-mêmes leurs habits. Plus il la voit, plus il s'enflamme des vives beautés de son âme. Il connaît en voyant tant de dons précieux que si la bergère est si belle, c'est qu'une légère étincelle de l'esprit qui l'anime à passer dans ses yeux. Il ressent une joie extrême d'avoir si bien placé ses premières amours. Ainsi, sans plus tarder, il fit dès le jour même assembler son conseil et lui tint ce discours. Enfin, aux lois de l'Hyménée, suivant vos vœux, je me vais engager. Je ne prends point ma femme en pays étranger. Je la prends parmi vous, belle, sage, bien née, ainsi que mes aïeux ont fait plus d'une fois. Mais j'attendrai cette grande journée à vous informer de mon choix. Dès que la nouvelle fut sue, partout elle fut répandue. On ne peut dire avec combien d'ardeur l'allégresse publique de tous côtés s'explique. Le plus content fut l'orateur, qui par son discours pathétique croyait d'un si grand bien être l'unique auteur, qu'il se trouvait homme de conséquence. Rien ne peut résister à la grande éloquence, disait-il sans cesse en son cœur. Le plaisir fut de voir le travail inutile des belles de toute la ville pour s'attirer et mériter le choix du prince leur seigneur, qu'un air chaste et modeste charmait uniquement, et plus que tout le reste, ainsi qu'il l'avait dit 100 fois. D'habits et de maintien toutes elles changèrent, d'un ton dévot elles toussèrent, elles radoucirent leur voix, de demi-pied leurs coiffures baissèrent, la gorge se couvrit, les manches s'allongèrent, à peine on leur voyait le petit bout de doigt. Dans la ville avec diligence, pour l'hymen dont le jour s'avance, on voit travailler tous les arts. Ici se font de magnifiques chars, d'une forme toute nouvelle, si beaux et si bien inventés, que l'or qui partout étincelle en fait la moindre des beautés. Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle toute la pompe du spectacle, on dresse de longs échafauds. Ici de grands arcs triomphaux, où du prince guerrier se célèbre la gloire, et de l'amour sur lui l'éclatante victoire. Là sont forgés d'un art industrieux ces feux qui par les coups d'un innocent tonnerre, en effrayant la terre, de 1000 astres nouveaux embellissent les cieux. Là d'un ballet ingénieux se concerte avec soin l'agréable folie, et là d'un opéra peuplé de 1000 dieux le plus beau que jamais ait produit l'Italie, on entend répéter les airs mélodieux. Enfin du fameux Hyménée arriva la grande journée. Sur le fond d'un ciel vif et pur, à peine l'aurore vermeille confondait l'or avec l'azur, que partout en sursaut le beau sexe s'éveille, le peuple curieux s'épand de tous côtés, en différents endroits des gardes sont postés pour contenir la populace et la contraindre à faire place. Tout le palais retentit de clairons, de flûtes, de hautbois, de rustiques musettes, et l'on n'entend aux environs que des tambours et des trompettes. Enfin le prince sort entouré de sa cour. Il s'élève un long cri de joie, mais on est bien surpris quand au premier détour de la forêt prochaine on voit qu'il prend la voie, ainsi qu'il faisait chaque jour. Voilà, dit-on, son penchant qui l'emporte, et de ses passions, en dépit de l'amour, la chasse est toujours la plus forte. Il traverse rapidement les guérets de la plaine, et gagnant la montagne, il entre dans le bois au grand étonnement de la troupe qui l'accompagne. Après avoir passé par différents détours que son cœur amoureux se plaît à reconnaître, il trouve enfin la cabane champêtre où logent ses tendres amours. Grisélidis, de l'hymen informé, par la voix de la renommée, en avait pris son bel habillement, et pour en aller voir la pompe magnifique, de dessous sa case rustique sortait en ce même moment.
où courez-vous si prompte et si légère lui dit le prince en l'abordant et tendrement la regardant. Cessez de vous hâter, trop aimable bergère. La noce où vous allez, et dont je suis l'époux, ne saurait se faire sans vous. Oui, je vous aime et je vous ai choisi entre 1000 jeunes beautés pour passer avec vous le reste de ma vie, si toutefois mes vœux ne sont pas rejetés. Ah, dit-elle, Seigneur, je n'ai garde de croire que je sois destinée à ce comble de gloire. Vous cherchez à vous divertir. Non, non, dit-il, je suis sincère. J'ai déjà pour moi votre père. Le prince avait eu soin de l'en faire avertir. Daignez, bergère, y consentir, c'est là tout ce qui reste à faire. Mais afin qu'entre nous une solide paix éternellement se maintienne, il faudrait me jurer que vous n'aurez jamais d'autre volonté que la mienne. Je le jure, dit-elle, et je vous le promets, si j'avais épousé le moindre du village, j'obéirais, son joug me serait doux. Hélas, combien donc davantage si je viens à trouver en vous et mon seigneur et mon époux. Ainsi le prince se déclare, et pendant que la cour applaudit à son choix, il porte la bergère à souffrir qu'on la part des ornements qu'on donne aux épouses des rois. Celles qu'à cet emploi leur devoir intéresse entrent dans la cabane, et là diligemment mettent tout leur savoir et toute leur adresse à donner de la grâce à chaque ajustement. Dans cette hutte où l'on se presse, les dames admirent sans cesse avec quel art la pauvreté s'y cache sous la propreté, et cette rustique cabane que couvre et rafraîchit un spacieux platane leur semble un séjour enchanté. Enfin de ce réduit sort pompeuse et brillante la bergère charmante. Ce ne sont qu'applaudissements sur sa beauté, sur ses habillements. Mais sous cette pompe étrangère, déjà plus d'une fois le prince a regretté des ornements de la bergère l'innocente simplicité. Sur un grand char d'or et d'ivoire, la bergère s'assied pleine de majesté. Le prince y monte avec fierté, et ne trouve pas moins de gloire à se voir comme amante assise à son côté qu'à marcher en triomphe après une victoire. La cour les suit, et tous gardent le rang que leur donne leur charge ou l'éclat de leur sang. La ville, dans les champs presque toute sortie, couvrait les plaines d'alentour, et du choix du prince averti, avec impatience attendait son retour. Il paraît, on le joint, parmi l'épaisse foule du peuple qui se fend le char à peine roule. Par les longs cris de joie, à tout coup redoublés, les chevaux émus et troublés se cabrent, trépignent, s'élancent et reculent plus qu'ils n'avancent. Dans le temple on arrive enfin, et là, par la chaîne éternelle d'une promesse solennelle, les deux époux unissent leur destin. Ensuite au palais ils se rendent, où 1000 plaisirs les attendent, où la danse, les jeux, les courses, les tournois répandent l'allégresse en différents endroits. Sur le soir, le blond hyménée de ses chastes douceurs couronna la journée. Fin de la première partie de Grisélydis. Grisélydis, deuxième partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. Contes en vers de Charles Perrault. Grisélydis, nouvelle, deuxième partie. Le lendemain, les différents états de toute la province accourent haranguer la princesse et le prince par la voix de leurs magistrats. De ces dames environnées, Grisélydis, sans paraître étonnée, en princesse les entendit, en princesse leur répondit. Elle fit toute chose avec tant de prudence qu'il sembla que le ciel eût versé ses trésors avec encore plus d'abondance sur son âme que sur son corps. Par son esprit, par ses vives lumières, du grand monde aussitôt elle prit les manières, et même dès le premier jour, des talents, de l'humeur des dames de sa cour, elle se fit si bien instruire que son bon sens jamais embarrassé eut moins de peine à les conduire que ses brebis du temps passé. Avant la fin de l'an, des fruits de l'hyménée, le ciel bénit leur couche fortunée. Ce ne fut pas un prince, on l'eût bien souhaité, mais la jeune princesse avait tant de beauté que l'on ne songea plus qu'à conserver sa vie. Le père, qui lui trouve un air doux et charmant, la venait voir de moment en moment, et la mère encore plus ravie la regardait incessamment. Elle voulut la nourrir elle-même. Ah, dit-elle, comment m'exempter de l'emploi que ces cris demandent de moi sans une ingratitude extrême? Par un motif de nature ennemie, pourrais-je bien vouloir de mon enfant que j'aime n'être la mère qu'à demi? Soit que le prince eût l'âme un peu moins enflammée qu'au premier jour de son ardeur, soit que de sa maligne humeur la masse se fût rallumée, et de son épaisse fumée eût obscurci ses sens et corrompu son cœur,
Dans tout ce que fait la princesse, il s'imagine voir peu de sincérité, sa trop grande vertu le blesse, c'est un piège qu'on tente à sa crédulité. Son esprit inquiet et de trouble agité croit tous les soupçons qu'il écoute, et prend plaisir à révoquer en doute l'excès de sa félicité. Pour guérir les chagrins dont son âme est atteinte, il la suit, il l'observe, il aime à la troubler par les ennuis de la contrainte, par les alarmes de la crainte, par tout ce qui peut démêler la vérité d'avec la feinte. C'est trop, dit-il, me laisser endormir. Si ces vertus sont véritables, les traitements les plus insupportables ne feront que les affermir. Dans son palais, il la tient resserrée, loin de tous les plaisirs qui naissent à la cour, et dans sa chambre, où seule elle vit retirée, à peine il laisse entrer le jour. Persuadé que la parure et le superbe ajustement du sexe que pour plaire a formé la nature est le plus doux enchantement, il lui demande avec rudesse les perles, les rubis, les bagues, les bijoux qu'il lui donna pour marque de tendresse, lorsque de son amant il devint son époux. Elle, dont la vie est sans tache, et qui n'a jamais eu d'attache qu'à s'acquitter de son devoir, les lui donne sans s'émouvoir, et même, le voyant se plaire à les reprendre, n'a pas moins de joie à les rendre qu'elle en eut à les recevoir. Pour m'éprouver, mon époux me tourmente, dit-elle, et je vois bien qu'il ne me fait souffrir qu'afin de réveiller ma vertu languissante, qu'un doux et long repos pourrait faire périr. S'il n'a pas ce dessein, du moins suis-je assuré que telle est du Seigneur la conduite sur moi, et que de tant de maux l'ennuyeuse durée n'est que pour exercer ma constance et ma foi, pendant que tant de malheureuses errent au gré de leurs désirs, par mille routes dangereuses après de faux et vains plaisirs, pendant que le Seigneur dans sa lente justice les laisse aller au bord du précipice sans prendre part à leurs dangers, par un pur mouvement de sa bonté suprême, il me choisit comme un enfant qu'il aime et s'applique à me corriger. Aimons donc sa rigueur utilement cruelle, on n'est heureux qu'autant qu'on a souffert, aimons sa bonté paternelle et la main dont elle se sert. Le prince a beau la voir obéir sans contrainte à tous ses ordres absolus, je vois le fondement de cette vertu feinte, dit-il, et ce qui rend tous mes coups superflus, c'est qu'ils n'ont porté leur atteinte qu'à des endroits où son amour n'est plus. Dans son enfant, dans la jeune princesse, elle a mis toute sa tendresse. À l'éprouver, si je veux réussir, c'est là qu'il faut que je m'adresse, c'est là que je puis m'éclaircir. Elle venait de donner la mamelle au tendre objet de son amour ardent, qui couché sur son sein se jouait avec elle et riait en la regardant. Je vois que vous l'aimez, lui dit-il, cependant il faut que je vous l'ôte en cet âge encore tendre, pour lui former les mœurs et pour la préserver de certains mauvais airs qu'avec vous l'on peut prendre. Mon heureux sort m'a fait trouver une dame d'esprit qui saura l'élever dans toutes les vertus et dans la politesse que doit avoir une princesse. Disposez-vous à la quitter, on va venir vous l'emporter. Il la laisse à ces mots, n'ayant pas le courage ni les yeux assez inhumains pour voir arracher de ses mains de leur amour l'unique gage. Elle de mille pleurs se baigne le visage, et dans un morne accablement attend de son malheur le funeste moment. Dès que d'une action si triste et si cruelle le ministre odieux à ses yeux se montra, il faut obéir, lui dit-elle, puis prenant son enfant qu'elle considéra, qu'elle baisa d'une ardeur maternelle, qui de ses petits bras tendrement la serra, tout en pleurs elle le livra. Ah, que sa douleur fut amère! Arracher l'enfant, tout le cœur du sein d'une si tendre mère, c'est la même douleur. Près de la ville était un monastère, fameux par son antiquité, où des vierges vivaient dans une règle austère, sous les yeux d'une abbesse illustre en piété. Ce fut là que dans le silence, et sans déclarer sa naissance, on déposa l'enfant et des bagues de prix, sous l'espoir d'une récompense digne des soins que l'on en aurait pris. Le prince qui tâchait d'éloigner par la chasse le vif remords qui l'embarrasse sur l'excès de sa cruauté, craignait de revoir la princesse, comme on craint de revoir une fière tigresse à qui son faon vient d'être ôté. Cependant il en fut traité avec douceur, avec caresse, et même avec cette tendresse qu'elle eut au plus beau jour de sa prospérité. Par cette complaisance et si grande et si prompte, il fut touché de regret et de honte, mais son chagrin demeura le plus fort. Ainsi 2 jours après, avec des larmes feintes pour lui porter encore de plus vives atteintes, il lui vint dire que la mort de leur aimable enfant avait fini le sort. Ce coup inopiné mortellement la blesse. Cependant, malgré sa tristesse, ayant vu son époux qui changeait de couleur, elle parut oublier son malheur et n'avoir même de tendresse que pour le consoler de sa fausse douleur. Cette bonté, cette ardeur sans égale, d'amitié conjugale, du prince tout à coup désarmant la rigueur, le touche, le pénètre et lui change le cœur.
jusque-là qu'il lui prend envie de déclarer que leur enfant jouit encore de la vie. Mais sa bile s'élève et fière lui défend de rien découvrir du mystère qu'il peut être utile de taire. Dès ce bienheureux jour, telle des deux époux fut la mutuelle tendresse, qu'elle n'est point plus vive aux moments les plus doux entre l'amante et la maîtresse. 15 fois le soleil, pour former les saisons, habita tour à tour dans ces 12 maisons, sans rien voir qui les désunisse, que si quelquefois par caprice il prend plaisir à la fâcher, c'est seulement pour empêcher que l'amour ne se ralentisse, tel que le forgeron qui, pressant son labeur, répand un peu d'eau sur la braise de sa languissante fournaise pour en redoubler la chaleur. Cependant la jeune princesse croissait en esprit, en sagesse, à la douceur, à la naïveté qu'elle tenait de son aimable mère. Elle joignit de son illustre père l'agréable et noble fierté. L'amas de ce qui plaît dans chaque caractère fit une parfaite beauté. Partout comme un astre elle brille, et par hasard un seigneur de la cour, jeune, bien fait et plus beau que le jour, l'ayant vue paraître à la grille, conçut pour elle un violent amour. Par l'instinct qu'au beau sexe a donné la nature, et que toutes les beautés ont de voir l'invisible blessure que font leurs yeux au moment qu'ils la font, la princesse fut informée qu'elle était tendrement aimée. Après avoir quelque temps résisté, comme on le doit avant que de se rendre, d'un amour également tendre elle l'aima de son côté. Dans cet amant rien n'était à reprendre. Il était beau, vaillant, né d'illustres aïeux, et dès longtemps, pour en faire son gendre, sur lui le prince avait jeté les yeux. Ainsi donc avec joie il apprit la nouvelle de l'ardeur tendre et mutuelle dont brûlaient ces jeunes amants. Mais il lui prit une bizarre envie de leur faire acheter par de cruels tourments le plus grand bonheur de leur vie. Je me plairai, dit-il, à les rendre contents, mais il faut que l'inquiétude, par tout ce qu'elle a de plus rude, rende encore leur feu plus constant. De mon épouse en même temps j'exercerai la patience, non point comme jusqu'à ce jour pour assurer ma folle défiance, je ne dois plus douter de son amour, mais pour faire éclater aux yeux de tout le monde sa bonté, sa douceur, sa sagesse profonde, afin que de ces dons si grands, si précieux, la terre, se voyant parée, en soit de respect pénétrée, et par reconnaissance en rende grâce aux cieux. Il déclare en public que, manquant de lignée, en qui l'état un jour retrouve son seigneur, que la fille qu'il eut de son fol hyménée étant morte aussitôt que née, il doit ailleurs chercher plus de bonheur, que l'épouse qu'il prend est d'illustre naissance, qu'en un couvent on l'a jusqu'à ce jour fait élever dans l'innocence, et qu'il va par l'hymen couronner son amour. On peut juger à quel point fut cruelle aux deux jeunes amants cette affreuse nouvelle. Ensuite, sans marquer ni chagrin ni douleur, il avertit son épouse fidèle qu'il faut qu'il se sépare d'elle pour éviter un extrême malheur, que le peuple indigné de sa basse naissance le force à prendre ailleurs une digne alliance. Il faut, dit-il, vous retirer sous votre toit de chaume et de fougères, après avoir repris vos habits de bergère que je vous ai fait préparer. Avec une tranquille et muette constance, la princesse entendit prononcer sa sentence. Sous les dehors d'un visage serein, elle dévorait son chagrin, et sans que la douleur diminuât ses charmes, de ses beaux yeux tombaient de grosses larmes, ainsi que quelquefois au retour du printemps, il fait soleil et pleut en même temps. Vous êtes mon époux, mon seigneur et mon maître, dit-elle en soupirant, prête à s'évanouir, et quelque affreux que soit ce que je viens d'ouïr, je saurai vous faire connaître que rien ne m'est si cher que de vous obéir. Dans sa chambre aussitôt seule elle se retire, et là se dépouillant de ses riches habits, elle reprend paisible et sans rien dire, pendant que son cœur en soupire, ce qu'elle avait en gardant ses brebis. En cet humble et simple équipage, elle aborde le prince et lui tient ce langage. Je ne puis m'éloigner de vous sans le pardon d'avoir su vous déplaire. Je puis souffrir le poids de ma misère, mais je ne puis, seigneur, souffrir votre courroux. Accordez cette grâce à mon regret sincère, et je vivrai contente en mon triste séjour, sans que jamais le temps altère ni mon humble respect, ni mon fidèle amour. Tant de soumission et tant de grandeur d'âme sous un civil habillement, qui dans le cœur du prince en ce même moment réveilla tous les traits de sa première flamme, allait casser l'arrêt de son bannissement. Ému par de si puissants charmes, et prêt à répandre des larmes, il commençait à s'avancer pour l'embrasser, quand tout à coup l'impérieuse gloire d'être ferme en son sentiment sur son amour remporta la victoire, et le fit en ces mots répondre durement. De tout le temps passé j'ai perdu la mémoire. Je suis content de votre repentir. Allez, il est temps de partir. Elle part aussitôt,
et regardant son père qu'on avait revêtu de son rustique habit, et qui, le cœur percé d'une douleur amère, pleurait un changement si prompt et si subit. Retournons, lui dit-elle, en nos sombres bocages, retournons habiter nos demeures sauvages, et quittons sans regret la pompe des palais. Nos cabanes n'ont pas tant de magnificence, mais on y trouve avec plus d'innocence un plus ferme repos, une plus douce paix. Dans son désert à grand-peine arrivée, elle reprend équenouille et fuseau, et va filer au bord des mêmes eaux où le prince l'avait trouvée. Là son cœur tranquille et sans fiel, 100 fois le jour demande au ciel qu'il comble son époux de gloire, de richesse, et qu'à tous ses désirs il ne refuse rien. Un amour nourri de caresses n'est pas plus ardent que le sien. Ce cher époux qu'elle regrette, voulant encore l'éprouver, lui fait dire dans sa retraite qu'elle est à le venir trouver. Griselidis, dit-il, dès qu'elle se présente, il faut que la princesse à qui je dois demain dans le temple donner la main, de vous et de moi soit contente. Je vous demande ici tous vos soins, et je veux que vous m'aidiez à plaire à l'objet de mes vœux. Vous savez de quel air il faut que l'on me serve, point d'épargne, point de réserve, que tout sente le prince et le prince amoureux. Employez toute votre adresse à parer son appartement, que l'abondance, la richesse, la propreté, la politesse s'y fassent voir également. Enfin, songez incessamment que c'est une jeune princesse que j'aime tendrement. Pour vous faire entrer davantage dans les soins de votre devoir, je veux ici vous faire voir celle qu'à bien servir mon ordre vous engage. Telle qu'aux portes du levant se montre la naissante aurore, telle parut en arrivant la princesse plus belle encore. Griselidis à son abord dans le fond de son cœur sentit un doux transport de la tendresse maternelle. Du temps passé, de ces jours bienheureux, le souvenir en son cœur se rappelle. Hélas, ma fille, en soi-même dit-elle, si le ciel favorable eût écouté mes vœux, serait presque aussi grande et peut-être aussi belle. Pour la jeune princesse, en ce même moment, elle prit un amour si vif, si véhément, qu'aussitôt qu'elle fut absente, en cette sorte au prince elle parla, suivant sans le savoir l'instinct qui s'en mêla. Souffrez, seigneur, que je vous représente que cette princesse charmante, dont vous allez être l'époux, dans l'aise, dans l'éclat, dans la pourpre nourrie, ne pourra supporter, sans en perdre la vie, les mêmes traitements que j'ai reçus de vous. Le besoin, ma naissance obscure, m'avait endurci aux travaux, et je pouvais souffrir toutes sortes de maux sans peine et même sans murmure. Mais elle, qui jamais n'a connu la douleur, elle mourra dès la moindre rigueur, dès la moindre parole un peu sèche, un peu dure. Hélas, seigneur, je vous conjure de la traiter avec douceur. Songez, lui dit le prince avec un ton sévère, à me servir selon votre pouvoir. Il ne faut pas qu'une simple bergère fasse des leçons et s'ingère de m'avertir de mon devoir. Griselidis à ces mots, sans rien dire, baisse les yeux et se retire. Cependant pour l'hymen les seigneurs invités arrivèrent de tous côtés. Dans une magnifique salle où le prince les assembla avant que d'allumer la torche nuptiale, en cette sorte il leur parla. Rien au monde, après l'espérance, n'est plus trompeur que l'apparence. Ici l'on en peut voir un exemple éclatant. Qui ne croirait que ma jeune maîtresse, que l'hymen va rendre princesse, ne soit heureuse et n'ait le cœur content? Il n'en est rien, pourtant. Qui pourrait s'empêcher de croire que ce jeune guerrier amoureux de la gloire n'aime à voir cet hymen, lui qui dans les tournois va sur tous ses rivaux remporter la victoire? Cela n'est pas vrai, toutefois. Qui ne croirait encore qu'en sa juste colère, Griselidis ne pleure et ne se désespère? Elle ne se plaint point, elle consent à tout, et rien n'a pu pousser sa patience à bout. Qui ne croirait enfin que de ma destinée, rien ne peut égaler la course fortunée en voyant les appas de l'objet de mes vœux? Cependant, si l'hymen me liait de ses nœuds, j'en concevrais une douleur profonde, et de tous les princes du monde je serais le plus malheureux. L'énigme vous paraît difficile à comprendre. 2 mots vont vous la faire entendre, et ces 2 mots feront évanouir tous les malheurs que vous venez d'ouïr. Sachez, poursuivit-il, que l'aimable personne que vous croyez m'avoir blessé le cœur est ma fille, et que je la donne pour femme à ce jeune seigneur qui l'aime d'un amour extrême, et dont il est aimé de même. Sachez encore que touché vivement de la patience et du zèle de l'épouse sage et fidèle que j'ai chassée indignement, je la reprends, afin que je répare, par tout ce que l'amour peut avoir de plus doux, le traitement dur et barbare qu'elle a reçu de mon esprit jaloux. Plus grande sera mon étude à prévenir tous ses désirs, qu'elle ne fut dans mon inquiétude à l'accabler de déplaisirs. Et si dans tous les temps doit vivre la mémoire des ennuis dont son cœur ne fut point abattu, je veux que plus encore on parle de la gloire dont j'aurai couronné sa suprême vertu.
comme quand un épais nuage a le jour obscurci, et que le ciel de toutes parts noirci menace d'un affreux orage, si de ce voile obscur par les vents écarté un brillant rayon de clarté se répand sur le paysage, tout rit et reprend sa beauté. Telle, dans tous les yeux où régnait la tristesse, éclate tout à coup une vive allégresse. Par ce prompt éclaircissement, la jeune princesse, ravie d'apprendre que du prince elle a reçu la vie, se jette à ses genoux qu'elle embrasse ardemment. Son père, qu'attendrit une fille si chère, la relève, la baise et l'amène à sa mère, à qui trop de plaisir en un même moment ôtait presque tout sentiment. Son cœur, qui tant de fois en proie aux plus cuisants traits du malheur supporta si bien la douleur, succombe au doux poids de la joie. À peine de ses bras pouvait-elle serrer l'aimable enfant que le ciel lui renvoie. Elle ne pouvait que pleurer. Assez, dans d'autres temps vous pourrez satisfaire, lui dit le prince, aux tendresses du sang. Reprenez les habits qu'exige votre rang, nous avons des noces à faire. Au temple on conduisit les deux jeunes amants, où la mutuelle promesse de se chérir avec tendresse affermit pour jamais leur doux engagement. Ce ne sont que plaisirs, que tournois magnifiques, que jeux, que danses, que musique, et que festins délicieux, où sur Grisélidis se tournent tous les yeux, où sa patience éprouvée jusqu'aux cieux est élevée par 1000 éloges glorieux. Des peuples réjouis la complaisançaient telle pour leur prince capricieux, qu'ils vont jusqu'à louer son épreuve cruelle, à qui d'une vertu si belle, si séante au beau sexe et si rare en tout lieu, on doit un si parfait modèle. Fin de la deuxième partie de Grisélidis. À monsieur, en lui envoyant Grisélidis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Contes en vers de Charles Perrault. À monsieur, en lui envoyant Grisélidis. Si je m'étais rendu à tous les différents avis qui m'ont été donnés sur l'ouvrage que je vous envoie, il n'y saurait rien demeurer que le conte tout sec et tout uni, et en ce cas j'aurais mieux fait de n'y pas toucher et de le laisser dans son papier bleu où il est depuis tant d'années. Je le lus d'abord à deux de mes amis. Pourquoi, dit l'un, s'étendre si fort sur le caractère de votre héros? Qu'a-t-on à faire de savoir ce qu'il faisait le matin dans son conseil, et moins encore à quoi il se divertissait l'après-dîner? Tout cela est bon à retrancher. Ôtez-moi, je vous prie, dit l'autre, la réponse enjouée qu'il fait aux députés de son peuple qui le pressent de se marier. Elle ne convient point à un prince grave et sérieux. Vous voulez bien encore, poursuivit-il, que je vous conseille de supprimer la longue description de votre chasse? Qu'importe tout cela au fond de votre histoire? Croyez-moi, ce sont de vains et ambitieux ornements qui appauvrissent votre poème au lieu de l'enrichir. Il en est de même, ajouta-t-il, des préparatifs qu'on fait pour le mariage du prince. Tout cela est oiseux et inutile. Pour vos dames qui rabaissent leur coiffure, qui couvrent leur gorge et qui allongent leurs manches, froide plaisanterie aussi bien que celle de l'orateur qui s'applaudit de son éloquence. Je demande encore, reprit celui qui avait parlé le premier, que vous ôtiez les réflexions chrétiennes de Grisélidis, qui dit que c'est Dieu qui veut l'éprouver. C'est un sermon hors de sa place. Je ne saurais encore souffrir les inhumanités de votre prince. Elles me mettent en colère. Je les supprimerai. Il est vrai qu'elles sont de l'histoire, mais il n'importe. Je t'aurais encore l'épisode du jeune seigneur qui n'est là que pour épouser la jeune princesse. Cela allonge trop votre conte. Mais, lui dis-je, le conte finirait mal sans cela. Je ne saurais que vous dire, répondit-il. Je ne laisserai pas que de l'ôter. À quelques jours de là, je fis la même lecture à deux autres de mes amis, qui ne me dirent pas un seul mot sur les endroits dont je viens de parler, mais qui en reprirent quantité d'autres. Bien loin de me plaindre de la rigueur de votre critique, leur dis-je, je me plains de ce qu'elle n'est pas assez sévère. Vous m'avez passé une infinité d'endroits que l'on trouve très dignes de censure. Comme quoi, dirent-ils, on trouve, leur dis-je, que le caractère du prince est trop étendu, et qu'on n'a que faire de savoir ce qu'il faisait le matin, et encore moins l'après-dîner. On se moque de vous, dirent-ils tous deux ensemble, quand on vous fait de semblables critiques. On blâme, poursuivis-je, la réponse que fait le prince à ceux qui le pressent de se marier, comme trop enjouée et indigne d'un prince grave et sérieux. Bon, reprit l'un d'eux, et où est l'inconvénient qu'un jeune prince d'Italie, pays où l'on est accoutumé à voir les hommes les plus graves et les plus élevés en dignité dire des plaisanteries, et qui d'ailleurs fait profession de mal parler et des femmes et du mariage, matières si sujettes à la raillerie, se soit un peu réjoui sur cet article?
Quoi qu'il en soit, je vous demande grâce pour cet endroit comme pour celui de l'orateur qui croyait avoir converti le prince, et pour le rabaissement des coiffures, car ceux qui n'ont pas aimé la réponse enjouée du prince ont bien la mine d'avoir fait main basse sur ces deux endroits-là. Vous l'avez deviné, lui dis-je, mais d'un autre côté, ceux qui n'aiment que les choses plaisantes n'ont pu souffrir les réflexions chrétiennes de la princesse qui dit que c'est Dieu qui la veut éprouver. Ils prétendent que c'est un sermon hors de propos. Hors de propos, reprit l'autre, non seulement ces réflexions conviennent au sujet, mais elles y sont absolument nécessaires. Vous aviez besoin de rendre croyable la patience de votre héroïne, et quel autre moyen aviez-vous que de lui faire regarder les mauvais traitements de son époux comme venant de la main de Dieu? Sans cela, on la prendrait pour la plus stupide de toutes les femmes, ce qui ne ferait pas assurément un bon effet. On blâme encore, leur dis-je, l'épisode du jeune seigneur qui épouse la princesse. On a tort, reprit-il, comme votre ouvrage est un véritable poème, quoique vous lui donniez le titre de nouvelle, il faut qu'il n'y ait rien à désirer quand il finit. Cependant, si la jeune princesse s'en retournait dans son couvent sans être mariée après s'y être attendue, elle ne serait point contente, ni ceux qui liraient la nouvelle. Ensuite de cette conférence, j'ai pris le parti de laisser mon ouvrage tel à peu près qu'il a été lu dans l'académie. En un mot, j'ai eu soin de corriger les choses qu'on m'a fait voir être mauvaises en elles-mêmes, mais à l'égard de celles que j'ai trouvées n'avoir point d'autre défaut que de n'être pas au goût de quelques personnes peut-être un peu trop délicates, j'ai cru n'y devoir pas toucher. Est-ce une raison décisive d'ôter un bon mets d'un repas, parce qu'il s'y trouve un convive qui par malheur ne l'aime pas? Il faut que tout le monde vive, et que les mets, pour plaire à tous, soient différents comme les goûts. Quoi qu'il en soit, j'ai cru devoir m'en remettre au public qui juge toujours bien. J'apprendrai de lui ce que j'en dois croire, et je suivrai exactement tous ses avis, s'il m'arrive jamais de faire une seconde édition de cet ouvrage. Fin de à monsieur, en lui envoyant griser l'Idis. Peau d'âne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Contes en vers de Charles Perrault. Peau d'âne, conte. À madame la marquise de L. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes, et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée, lasse souvent de trop veiller, par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés, prenne plaisir à sommeiller? Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Peau d'âne. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertu une fille était née, qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, roides d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ces vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Tel et si net le forma la nature, qui ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil et louis de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or le ciel, qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie, tout à coup de la reine attaqua les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait en s'augmentant toujours. Arrivée à sa dernière heure, elle dit au roi son époux:
trouvez bon qu'avant que je meure j'exige une chose de vous, c'est que s'il vous prenait envie de vous remarier quand je n'y serai plus. Ah, dit le roi, ces soins sont superflus, je n'y songerai de ma vie, soyez en repos là-dessus. Je le crois bien, reprit la reine, si j'en prends à témoin votre amour véhément, mais pour m'en rendre plus certaine, je veux avoir votre serment, adouci toutefois par ce tempérament, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment surpris avec adresse de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut, la reine entre ses bras mourut, et jamais un mari ne fit tant de vacarme. À l'ouïr sangloter et les nuits et les jours, on jugea que son deuil ne lui durerait guère, et qu'il pleurait ses défuntes amours, comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix, mais ce n'était pas chose aisée. Il fallait garder son serment, et que la nouvelle épousée eût plus d'attraits et d'agréments que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, ni la campagne, ni la ville, ni les royaumes d'alentour dont on alla faire le tour, n'en purent fournir une telle. L'infante seule était plus belle, et possédait certains tendres appas que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même, et brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que par cette raison il devait l'épouser. Il trouva même un casuiste qui jugea que le cas se pouvait proposer. Mais la jeune princesse, triste d'ouïr parler d'un tel amour, se lamentait et pleurait nuit et jour. De 1000 chagrins l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin, dans une grotte à l'écart de nacre et de corail richement étoffée. C'était une admirable fée qui n'eut jamais de pareille en son art. Il n'est pas besoin qu'on vous dise ce qu'était une fée en ces bienheureux temps, car je suis sûr que votre mie vous l'aura dit dès vos plus jeunes ans. Je sais, dit-elle, en voyant la princesse, ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi n'ayez plus de soucis. Il n'est rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. Aussitôt la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre aux tailleurs les plus importants que s'il ne lui faisait, sans trop le faire attendre, une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait s'assurer qu'il les ferait tous pendre. Le second jour ne luisait pas encore qu'on apporta la robe désirée. Le plus beau bleu de l'empyrée n'est pas, lorsqu'il est ceint de gros nuages d'or, d'une couleur plus azurée. De joie et de douleur l'infante pénétrée ne sait que dire ni comment se dérober à son engagement. Princesse, demandez-en une, lui dit sa marraine tout bas, qui plus brillante et moins commune soit de la couleur de la lune. Il ne vous la donnera pas. À peine la princesse en eut fait la demande, que le roi dit à son brodeur, que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur, et que dans 4 jours sans faute on me la rende. Le riche habillement fut fait au jour marqué, tel que le roi s'en était expliqué. Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent, lors même qu'au milieu de son cours diligent, sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée, mais par sa marraine inspirée, au prince amoureux elle dit, « Je ne saurais être contente que je n'ai une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le prince, qui l'aimait d'un amour sans pareil, fit venir aussitôt un riche lapidaire et lui commanda de la faire d'un superbe tissu d'or et de diamants, disant que s'il manquait à le bien satisfaire, il le ferait mourir au milieu des tourments. Le prince fut exempt de s'en donner la peine, car l'ouvrier industrieux, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux, que le blond amant de Clymène, lorsque sur la voûte des cieux, dans son char d'or il se promène, d'un plus brillant éclat n'éblouit pas les yeux. L'infante que ces dons achèvent de confondre, à son père, à son roi, ne sait plus que répondre. Sa marraine aussitôt la prenant par la main, « Il ne faut pas, lui dit-elle à l'oreille, demeurer en si beau chemin. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez, tant qu'il aura l'âne que vous savez qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse? Demandez-lui la peau de ce rare animal. Comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas,
ou je raisonne mal. Cette fée était bien savante, et cependant elle ignorait encore que l'amour violent pourvu qu'on le contente compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante l'eût demandée. Cette peau, quand on l'apporta, terriblement l'épouvanta et la fit de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que quand on fait le bien on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain pour éviter un mal si proche et si certain. Voici, poursuivit-elle, une grande cassette, où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette. En la tenant en votre main, la cassette suivra votre même chemin, toujours sous la terre cachée. Et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché, qu'aussitôt à vos yeux elle viendra s'offrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau. On ne croira jamais tant elle est effroyable qu'elle renferme rien de beau. La princesse ainsi travestie, de chez la sage fée à peine fut sortie, pendant la fraîcheur du matin, que le prince qui pour la fête de son heureux hymen s'apprête, apprend tout effrayé son funeste destin. Il n'est point de maison, de chemin d'avenue qu'on ne parcourt promptement, mais on s'agite vainement, on ne peut deviner ce qu'elle est devenue. Partout se répandit un triste et noir chagrin, plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Les dames de la cour, toutes découragées, n'en dînèrent point la plupart, mais du curé surtout la tristesse fut grande, car il en déjeuna fort tard, et qui pillait n'eut point d'offrande. L'infante cependant poursuivait son chemin, le visage couvert d'une vilaine crasse. À tout passant elle tendait la main, et tâchait pour servir de trouver une place. Mais les moins délicats et les plus malheureux, la voyant si maussade et si pleine d'ordures, ne voulaient écouter ni retirer chez eux une si sale créature. Elle alla donc bien loin, encore plus loin. Enfin elle arriva dans une métairie où la fermière avait besoin d'une souillon dont l'industrie alla jusqu'à savoir bien laver des torchons et nettoyer l'auge aux cochons. On la mit dans un coin au fond de la cuisine, où les valets, insolentes vermines, ne faisaient que la tirailler, la contredire et la railler. Ils ne savaient quelle pièce lui faire, la harcelant à tout propos. Elle était la butte ordinaire de tous leurs quolibets et de tous leurs bons mots. Elle avait le dimanche un peu plus de repos, car ayant du matin fait sa petite affaire, elle entrait dans sa chambre, et tenant son huis clos, elle se décrassait, puis ouvrait sa cassette, mettait proprement sa toilette, rangeait dessus ses petits pots. Devant son grand miroir, contente et satisfaite, de la lune tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue que tout l'azur des cieux ne saurait égaler, avec ce chagrin seul que leur traînante queue, sur le plancher trop court, ne pouvait s'étaler. Elle aimait à se voir jeune, vermeille et blanche, et plus brave cent fois que nulle autre n'était. Ce doux plaisir la sustentait et la menait jusqu'à l'autre dimanche. J'oubliais à dire en passant qu'en cette grande métairie d'un roi magnifique et puissant se faisait la ménagerie, que là poules de barbarie, râles, pintades, cormorans, oisons musqués, canepetières, et mille autres oiseaux de bizarres manières, entre eux presque tous différents, remplissaient à l'envi 10 cours tout entières. Le fils du roi dans ce charmant séjour venait souvent au retour de la chasse se reposer, boire à la glace avec les seigneurs de sa cour. Tel ne fut point le beau Céphale, son air était royal, sa mine martiale, propre à faire trembler les plus fiers bataillons. Peau d'âne de fort loin le vit avec tendresse, et reconnut par cette hardiesse que sous sa crasse et ses haillons elle gardait encore le cœur d'une princesse. Qu'il a l'air grand, quoiqu'il l'ait négligé, qu'il est aimable, disait-elle, et que bien heureuse est la belle à qui son cœur est engagé. D'une robe de rien, s'il m'avait honorée, je m'en trouverais plus parée que de toutes celles que j'ai. Un jour, le jeune prince, errant à l'aventure de basse-cour en basse-cour, passa dans une allée obscure où de peau d'âne était l'humble séjour. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme il était fête ce jour, elle avait pris une riche parure, et ses superbes vêtements, qui tissus de fin or et de gros diamants, égalaient du soleil la clarté la plus pure. Le prince, au gré de son désir, la contemple et ne peut qu'à peine, en la voyant, reprendre haleine, tant il est comblé de plaisir. Quels que soient les habits, la beauté du visage, son beau tour, sa vive blancheur, ses traits fins, sa jeune fraîcheur le touchent 100 fois davantage. Mais un certain air de grandeur, plus encore une sage et modeste pudeur, des beautés de son âme assuré témoignage, s'emparèrent de tout son cœur. 3 fois, dans la chaleur du feu qui le transporte, il voulut enfoncer la porte, mais croyant voir une divinité, 3 fois par le respect son bras fut arrêté.
Dans le palais, pensif, il se retire, et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal, quoi qu'on soit dans le carnaval. Il hait la chasse, il hait la comédie, il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur, et le fond de sa maladie est une triste et mortelle langueur. Il s'enquit quelle était cette nymphe admirable qui demeurait dans une basse-cour, au fond d'une allée effroyable où l'on ne voit goutte en plein jour. C'est, lui dit-on, peau d'âne, en rien nymphe ni belle, et que peau d'âne l'on l'appelle, à cause de la peau qu'elle met sur son cou. De l'amour, c'est le vrai remède, la bête en un mot la plus laide qu'on puisse voir après le loup. On a beau dire, il ne saurait le croire, les traits que l'amour a tracés, toujours présents à sa mémoire, n'en seront jamais effacés. Cependant la reine sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. De déclarer son mal, elle le presse en vain. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que peau d'âne lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. Ô ciel, madame, lui dit-on, cette peau d'âne est une noire taupe, plus vilaine encore et plus gaupe que le plus sale marmiton. N'importe, dit la reine, il le faut satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. Il aurait eu de l'or, tant l'aimait cette mère, s'il en avait voulu manger. Peau d'âne donc prend sa farine qu'elle avait fait bluter exprès, pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. D'abord elle se décrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent que vite elle lassa, pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt par hasard il tomba dans la pâte un de ces anneaux de grand prix. Mais ceux qu'on tient savoir le fin de cette histoire assurent que par elle exprès il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire, fort sûr que, quand le prince à sa porte aborda et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point la femme est si drue et son œil va si promptement qu'on ne peut la voir un moment qu'elle le sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûr encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant la bague ne fût bien reçue. On ne pétrit jamais un si friand morceau, et le prince trouva la galette si bonne qu'il ne s'en fallut rien que d'une faim gloutonne il n'avalât aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable, et du jonc d'or le cercle étroit, qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Sous son chevet il le mit à l'instant, et son mal toujours augmentant, les médecins sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, jugèrent tous par leur grande science qu'il était malade d'amour. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dise, est un remède exquis pour cette maladie, on conclut à le marier. Il s'en fit quelque temps prier, puis dit « Je le veux bien, pourvu que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon. » À cette bizarre demande, de la reine et du roi la surprise fut grande, mais il était si mal qu'on n'osa dire non. Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau sans nul égard du sang doit placer dans un si haut rang. Il n'en est point qui ne s'apprête à venir présenter son doigt, ni qui veuille céder son droit. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince il faut avoir le doigt bien mince, tout charlatan pour être bienvenu dit qu'il a le secret de le rendre menu. L'une en suivant son bizarre caprice comme une rave le ratisse, l'autre en coupe un petit morceau, une autre en le pressant croit qu'elle l'apetisse, et l'autre avec de certaine eau pour le rendre moins gros en fait tomber la peau. Il n'est enfin point de manœuvre qu'une dame ne mette en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes et toutes les nobles personnes, comme elles tour à tour présentèrent leurs mains, et la présentèrent en vain. Ensuite vinrent les grisettes, dont les jolis et menus doigts, car il en est de très bien faites, semblèrent à l'anneau s'ajuster quelquefois, mais la bague toujours trop petite ou trop ronde, d'un dédain presque égal rebutait tout le monde. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières, en un mot à tout le fretin, dont les rouges et noires pattes, non moins que les mains délicates, espéraient un heureux destin. Il s'y présenta maintes filles, dont le doigt, gros et ramassé, dans la bague du prince eût aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il ne restait en effet que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Mais comment croire, disait-on, qu'araignée le ciel la destine? Le prince dit, et pourquoi non? Qu'on la fasse venir. Chacun se prit à rire, criant tout haut, que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon? Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire qu'un peu de pourpre a colorée, et que de la bague fatale, d'une justesse sans égale son petit doigt fut entouré, la cour fut dans une surprise qui ne peut pas être comprise. On la menait au roi dans ce transport subit,
mais elle demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donnât le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés on s'apprêtait à rire. Mais lorsqu'elle arriva dans les appartements, et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus grands, doux et longs, qui pleins d'une majesté fière ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille enfin si menue et si fine qu'avec ses deux mains on eût pu l'embrasser, montrèrent leurs appas et leurs grâces divines, des dames de la cour et de leurs ornements tombèrent tous les agréments. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le bon roi ne se sentait pas de voir sa bru posséder tant d'appas. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de sans plaisir l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Pour l'hymen aussitôt chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui tous brillants de diverses parures quittèrent leurs états pour être à ce grand jour. On en vit arriver des climats de l'aurore, montés sur de grands éléphants. Il en vint du rivage mort, qui, plus noirs et plus laids encore, faisaient peur aux petits enfants. Enfin, de tous les coins du monde, il en débarque, et la cour en abonde. Mais nul prince, nul potentat n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épouser, qui, dès l'autrefois amoureux, avait avec le temps purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel, et de cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit, que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant, dit-il, et tout pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Chacun à son bonheur voulut s'intéresser, et le futur époux était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant il devenait le gendre. Dans ce moment la marraine arriva, qui raconta toute l'histoire, et par son récit acheva de combler peau d'âne de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir, que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée, que contre un fol amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digue, et qu'il n'est point de si riches trésors dont un amant ne soit prodigue, que de l'eau claire et du pain bis suffisent pour la nourriture de toute jeune créature, pourvu qu'elle ait de beaux habits, que sous le ciel il n'est point de femelle qui ne s'imagine être belle, et qui souvent ne s'imagine encore que si des trois beautés la fameuse querelle s'était démêlée avec elle, elle aurait eu la pomme d'or. Le conte de peau d'âne est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Fin de Peau d'âne. Les souhaits ridicules. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezois. Contes en vers de Charles Perrault. Les souhaits ridicules. Conte. À mademoiselle de la Que. Si vous étiez moins raisonnable, je me garderais bien de venir vous conter la folle et peu galante fable que je m'en vais vous débiter. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère? Quelle pitié! C'est une horreur! S'écriait une précieuse, qui, toujours tendre et sérieuse, ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Mais vous qui mieux qu'âme qui vive savez charmer en racontant, et dont l'expression est toujours si naïve que l'on croit voir ce qu'on entend, qui savez que c'est la manière dont quelque chose est inventé qui beaucoup plus que la matière de tout récit fait la beauté, vous aimerez ma fable et sa moralité. J'en ai, j'ose le dire, une assurance entière. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de l'Achéron, représentant dans sa douleur profonde que depuis qu'il était au monde, le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour, que dans le bois il se mit à se plaindre, à lui la foudre en main, Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonhomme en eut. Je ne veux rien, dit-il, en se jetant par terre, point de souhait, point de tonnerre, Seigneur, demeurons but à but. Cesse d'avoir aucune crainte, je viens, dit Jupiter, touché de ta complainte, te faire voir le tort que tu me fais. Écoute donc, je te promets, moi qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les 3 premiers souhaits que tu voudras former sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux, vois ce qui peut te satisfaire, et comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songes-y bien avant que de les faire. À ces mots Jupiter dans les cieux remonta,
et le gai bûcheron, embrassant sa falourde pour retourner chez lui sur son dos, la jeta. Cette charge jamais ne lui parut moins lourde. Il ne faut pas, disait-il entre-temps, dans tout ceci rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. Ça, dit-il en entrant sous son toit de fougère, faisons, Fanchon, grand feu, grand cher, nous sommes riches à jamais, et nous n'avons qu'à faire des souhaits. Là-dessus tout au long le fait il lui raconte. À ce récit l'épouse vive et prompte forma dans son esprit 1000 vastes projets, mais considérant l'importance de s'y conduire avec prudence, Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience, examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence, remettons à demain notre premier souhait, et consultons notre chevet. Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise, mais va tirer du vin derrière ces fagots. À son retour, il but, et goûtant à son aise, près d'un grand feu la douceur du repos, il dit, en s'appuyant sur le dos de sa chaise, pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. À peine acheva-t-il de prononcer ces mots, que sa femme aperçut, grandement étonnée, un boudin fort long qui, partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant, mais jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que par bêtise toute pure son homme imprudent avait fait, il n'est point de pouille et d'injure que de dépit et de courroux, elle le dit au pauvre époux. Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire? Eh bien j'ai tort, dit-il, j'ai mal placé mon choix, j'ai commis une faute énorme, je ferai mieux une autre fois. Bon, bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme, pour faire un tel souhait il faut être bien bœuf. L'époux plus d'une fois, emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf, et peut-être entre nous ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir sont bien nés. Peste soit du boudin et du boudin encore, plût à Dieu, maudite pécore, qu'il te pendît au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée, et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement le fâcha. Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce, et pour dire sans fard la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas un bon effet, si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment ne souhaiter rien davantage. Je pourrais bien, disait-il à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine, mais encore faut-il songer comment sera faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée de l'aller placer sur un trône avec un nez plus long qu'une aune. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même elle soit la maîtresse de devenir une grande princesse en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne, avec un nez comme une autre personne, et tel qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre et la force et l'effet, et que, quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait, comme au désir de plaire il n'est rien qui ne cède, elle aime à mieux garder son bas-volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écus ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a faits. Fin des souhaits ridicules. Fin des contes en vers.